Bonjour à tous, je m'appelle Inès, je suis agent immobilier à Dubaï et conseillère en investissement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. Est-ce que Dubaï est une bulle? Si oui, quand est-ce qu'elle va exploser? C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai travaillé aux États-Unis, donc j'ai vu directement les impacts d'une bulle immobilière et surtout d'une bulle qui explose, les impacts sur les ménages, sur l'économie, et ce, sur plusieurs années. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va d'abord définir qu'est-ce qu'une bulle, pourquoi elle explose, on va analyser les deux bulles historiques, le Japon, les États-Unis, et enfin on va comparer à la situation de Dubaï. Le but n'est pas de vendre du rêve, mais de faire une analyse simple, factuelle et honnête. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une bulle immobilière? Une bulle immobilière se forme lorsque les prix de l'immobilier augmentent plus rapidement que l'économie réelle et atteignent des niveaux déconnectés de la valeur réelle des biens. Cette bulle est alimentée par des taux d'intérêt bas, un fort endettement, un accès trop facile au crédit et une forte spéculation. Mais alors pourquoi une bulle explose? Une bulle explose lorsque la réalité économique ne peut plus justifier les prix. Les déclencheurs classiques sont une crise économique, un choc financier, un changement soudain de politique monétaire ou une hausse brutale des taux d'intérêt. Résultat, les ménages sont surendettés, ils ne peuvent plus rembourser leur crédit, ils vendent dans l'urgence, souvent à perte, les prix s'effondrent. Mais allons voir comment cela s'est appliqué aux deux bulles historiques, le Japon et les États-Unis. Dans les années 1980, le Japon connaît une économie florissante portée par l'industrie et l'exportation, le pouvoir d'achat est haut, la consommation y est saine et les prix de l'immobilier augmentent naturellement. En 1985 arrivent les accords du Plaza. Les États-Unis poussent l'Allemagne et le Japon à faire baisser la valeur du dollar sur le marché. Pourquoi? Car les Américains sont en déficit commercial, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus que ce qu'ils n'exportent et ils veulent changer cette situation. Suite à ces accords, le yen s'apprécie fortement. Les exportations chutent, les entreprises ferment ou se délocalisent, le chômage augmente et donc les ménages ne dépensent plus. Mais quand est-ce que la bulle commence? La bulle commence lorsque le gouvernement, face à ce ralentissement, réagit par une politique monétaire ultra accommodante. Des taux d'intérêt très bas, des accès trop faciles au crédit. Les ménages et les entreprises s'endettent. Le crédit explose. Une fausse demande est créée. Les ménages et les entreprises achètent de plus en plus car l'emprunt n'est pas limité et non pas parce qu'ils en ont les moyens. La demande dépasse fortement l'offre, ce qui fait que les prix augmentent au-delà de la valeur réelle des biens. Et une économie en déclin n'est pas à l'image de cette augmentation. En 1990, le gouvernement agit enfin, mais beaucoup trop tard. Il augmente les taux d'intérêt, restreint les crédits. Les ménages et les entreprises ne peuvent plus rembourser leurs multiples prêts. Ils revendent rapidement, souvent à perte, ce qui cause la chute de l'immobilier, de la bourse et même la faillite de plusieurs banques. C'est l'éclatement de la bulle japonaise. Passons maintenant à la bulle américaine. Contrairement à la bulle japonaise où le déclencheur était externe, cette fois-ci le déclencheur est interne et l'économie américaine ne se portait déjà pas très bien. Pour donner un peu de contexte, à la fin des années 90, c'était l'explosion d'Internet, de toutes les entreprises technologiques et il y avait énormément de spéculation sur la valeur de ces entreprises qui au final ne performaient pas très bien. Les investisseurs achetaient beaucoup d'actions seulement sur de la spéculation. En 2000, lorsque les investisseurs se sont rendus compte qu'il n'y avait pas vraiment de profit, ils ont tous revendu leurs actifs, ce qui a fait une explosion qu'on a appelée le choc des internets. En plus de cette crise boursière, le 11 septembre arrive et augmente l'insécurité. Les ménages ne consomment plus. Les banques et les instances financières ont besoin d'argent et c'est pourquoi ils décident de faire baisser les taux et de donner plus facilement des crédits. C'est la crise des subprimes. Les banques prêtent à des ménages non solvables et revendent immédiatement ces prêts sous forme de produits financiers à des investisseurs dans le monde entier. Cela crée de nouveau une fausse demande. Les courtiers en banque poussent au crédit afin que les banques puissent revendre ces produits financiers. Les ménages s'endettent au-delà de leurs moyens. La demande dépasse fortement l'offre. Les prix de l'immobilier augmentent au-delà de leur valeur réelle. Ce cercle vicieux crée la bulle immobilière. Lorsque la Fed, qui est la banque centrale américaine, se rend compte du problème et de l'ampleur qu'il peut avoir mondialement, elle agit rapidement, en augmentant les taux et en restreignant les crédits. Les taux étant variables, les mensualités deviennent trop hautes pour les ménages, ils vendent à perte. Les prix de l'immobilier chutent, c'est l'éclatement de la bulle immobilière et surtout le début de la crise économique mondiale de 2008 que l'on connaît trop bien.
Finalement, qu'est-ce qu'on en a appris? On en a appris qu'une bulle est créée par une fausse demande. Cette fausse demande est le résultat d'une stratégie qui va pousser les ménages et les entreprises à acheter avec des taux d'intérêt variables très bas et des accès au crédit trop faciles. Et puis ensuite, on a un gouvernement qui essaye de rétablir une situation déjà très fragile par des mesures trop agressives en augmentant ce taux d'intérêt et en restreignant les crédits. Cela mène logiquement à des reventes forcées, à perte, et font chuter le prix de l'immobilier et donc à l'éclatement de la bulle. Mais alors, qu'en est-il du cas de Dubaï? Dubaï a en effet vu ses prix dans l'immobilier augmenter rapidement et son marché devenir de plus en plus dynamique. Mais comme dans beaucoup d'instances, Dubaï s'est imprégné des erreurs des autres pour ne pas connaître le même destin. Mais alors Dubaï, qu'est-ce qui est différent? Eh bien tout. Tout d'abord, un État très actif, un gouvernement stratège, des mesures mises en place rapidement et respectées. Il contrôle tout du début jusqu'à la fin et donc des corrections qui sont faites rapidement. Ensuite, la stabilité monétaire et économique. En effet, le dirham est annexé au dollar, qui est la monnaie référente dans les instances financières comme dans le commerce, ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de taux de change. Et puis la stabilité économique. Les Émirats ont été élus le pays le plus stable économiquement en 2025, en partie car les flux internationaux de capitaux, de talents, des entreprises, des expatriés, du tourisme sont très diversifiés, géographiquement, démographiquement et en termes de secteur d'activité. Cette diversification fait baisser le risque de ralentissement. Ensuite, contrairement au cas qu'on a vu précédemment, il s'agit d'une demande réelle. Outre les investissements étrangers qui sont faits en fonds propres et qui sont importants, on a aussi la demande locale. Les revenus moyens sont en hausse, le chômage est le plus bas du monde, on est à 0,5% à Dubaï, 1,9% sur les Émirats en général, la fiscalité qui est très arrangeante et qui augmente le pouvoir d'achat, et enfin les millionnaires et milliardaires qui sont présents ici et qui augmentent les capitaux disponibles. La demande repose donc sur des revenus réels et pas uniquement sur de la dette. Encore une fois, en comparaison avec les cas précédents, le système bancaire émirati est prudent. Surtout depuis la crise de 2008, comme je vous ai dit, ils font attention à ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites dans le passé. Les taux d'intérêt sont stables et l'accès au crédit est vérifié. Alors pourquoi les prix de l'immobilier augmentent-ils aussi rapidement? C'est simple, il y a un plan d'action de 2023 jusqu'à 2115 qui est en train d'être mis en place par le gouvernement. Le plan est divisé en plusieurs parties. La phase numéro 1, 2023 à 2033, constitue l'accélération économique. Dubaï va doubler son économie et sa population en attirant massivement des talents qualifiés, des entrepreneurs et des entreprises internationales. Les axes majeurs sur lesquels il se concentre sont le commerce, la finance, la technologie, l'IA et bien sûr l'immobilier. Ce développement dans l'immobilier étant nécessaire, vu la projection de la population, on est passé de 800 000 habitants dans les années 2000 à 4 millions aujourd'hui et à 7 millions dans les prochaines années. Et puis la phase numéro 2, 2033 à 2040, qui est considérée comme la phase de consolidation. Après la forte croissance, la consolidation, c'est une sélection plus stricte des projets, des quartiers intelligents et des écosystèmes spécialisés en fonction des industries, comme par exemple l'aéronautique avec l'aéroport El Maktoum ou même la technologie avec Silicon Oasis. La phase numéro 3, 2040-2050, est axée sur la durabilité, la neutralité carbone, la mobilité propre, l'économie circulaire, tous ces termes qui finalement parlent de durabilité énergétique. Le plan continue jusqu'en 2115 et de plus en plus futuristique, mais toujours en mettant l'accent sur la qualité de vie, la connectivité et la sécurité. Alors oui, le prix de l'immobilier augmente rapidement à Dubaï, mais pas au hasard. Il augmente car la population explose, car l'économie est en pleine croissance et que les infrastructures suivent. Ils augmentent aussi car la qualité des projets progresse. Il ne s'agit là pas d'une simple hausse des prix, mais d'une création de valeur. Alors à la question est-ce que Dubaï est une bulle qui va exploser, Dubaï n'est pas le Japon. Il n'y a pas de surendettement domestique incontrôlé. Dubaï, c'est pas les États-Unis, avec des institutions financières qui poussent à l'endettement de sa propre population pour leurs propres gains. Dubaï est une économie pilotée, ouverte sur le monde. Une correction peut toujours arriver, mais Dubaï ne peut pas s'effondrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou bien même si vous avez des questions, mon numéro est dans la description avec tous mes réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous voulez que je vous accompagne dans un projet immobilier à Dubaï ou aux Émirats en général, ça sera avec grand plaisir. C'était Inès.